Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance un tout petit peu particulière au regard de ce qui a été mis en place jusqu'à présent, puisque aujourd'hui nous allons entrer en quelque sorte dans la fabrique des sciences sociales. Et un des grands lieux de la fabrique des sciences sociales, et ce depuis qu'il y a des sciences sociales, du moins à l'époque moderne, c'est la revue. C'est un outil auquel, à l'École des hautes études en sciences sociales, nous sommes très attachés parce que nous avons la chance de disposer de très grandes revues prestigieuses avec une dimension internationale et où se produisent, s'écrivent des textes qui font en général référence dans l'ensemble du champ des sciences sociales. Alors, je voudrais d'abord remercier mes trois collègues qui représentent deux de ces revues. L'École des hautes études sonores d'éditer 8 revues, mais nous en avons choisi deux d'entre elles qui sont, alors je ne dirais pas les plus prestigieuses pour ne froisser personne, mais en tout cas parmi les plus prestigieuses, et même sans froisser le représentant des annales, parmi les plus anciennes, puisque Vincent Azoulay, qui est ici, représente la revue des Annales, grande revue d'histoire, mais aussi de sciences sociales, puisque son sous-titre est désormais Histoire, sciences sociales. Et à côté de lui, Isabelle Yaya Mackenzie et Grégory Delaplace, qui représentent, eux, l'autre grande revue que nous avons souhaité réunir aujourd'hui, qui est la revue d'anthropologie, L'Homme. Et quand je dis d'anthropologie, c'est aussi une anthropologie naturellement ouverte sur l'ensemble des sciences sociales. Alors aujourd'hui, nous allons donc tourner autour de cette fabrique, de ces laboratoires, peut-être est-ce un autre mot que nous pourrions utiliser pour décrire ce qu'est une revue aujourd'hui, et nous le ferons après une présentation que mes collègues auront l'occasion de faire dans un instant, autour de quelques thématiques qui nous ont paru importantes et qui permettent d'entrer vraiment dans le travail, dans la fabrique, je réutilise ce mot, des sciences sociales. Nous avons décidé entre nous, c'est un choix tout à fait arbitraire et qui n'a aucune signification symbolique, de commencer par les annales, qui sont à la fois la revue qui arrivait dans l'ordre alphabétique, la première, et qui, par ailleurs, est en effet la plus ancienne. Alors, Vincent Azoulay, je vous cède la parole pour faire une petite présentation donc, de votre revue, et je crois même que vous avez un PowerPoint. Mais oui, on n'arrête plus le progrès, même si la revue est assez ancienne, puisque donc je suis le représentant provisoire, mais d'une longue chaîne qui prend sa source en 1929 avec Marc Lucien Febvre. Donc on a une généalogie un petit peu écrasante à gérer. Et je me permets de montrer l'évolution graphique de la revue depuis sa naissance, donc en 1929 jusqu'à aujourd'hui, avec une stabilisation quand même relative à partir de la fin des années 50 de sa présentation. Mais plus sérieusement, c'est effectivement les annales, donc désormais histoire, sciences sociales, pendant longtemps aussi économie, société, civilisation, une revue donc au passé effectivement prestigieux et qui a donné son nom en plus à une école historique, l'école des annales, dont elle peine parfois à être distinguée par ceux qui la lisent, ce qui entraîne un certain nombre de malentendus. Avec en plus une histoire assez particulière dans la mesure où le HESS, qui est l'institution qui abrite la revue, est en même temps, d'une certaine façon, au départ, une émanation des annales, c'est-à-dire que les fondateurs de l'EHESS faisaient partie du comité de rédaction et bien sûr Braudel en tête. Donc une revue ancienne, une revue qui fut marginale, composée au départ de francs-tireurs en rupture de banc, mais qui peu à peu, au cours des années 50 et 60, est devenue centrale dans le champ
dans le champ de l'histoire et plus généralement des sciences sociales. Donc, une revue que l'on dit de référence, avec tout ce que cela peut avoir aussi de pesant. Et une revue tournée depuis très longtemps vers l'étranger, puisque, et ce depuis très longtemps, la revue est davantage lue à l'étranger qu'en France, en termes d'abonnement et de lecture, tel qu'on peut le voir à travers aujourd'hui les clics sur les plateformes qui hébergent notre revue. Mais c'est une revue donc ancienne et qui a connu plusieurs mues. Et si je dois la présenter, il va falloir que je parle de la revue d'aujourd'hui. Mais d'abord en disant quelques mots sur son organisation. C'est une revue donc d'histoire généraliste qui traite de toutes les périodes de l'histoire et des interactions avec les sciences humaines. Qui a l'ambition de parler avec l'anthropologie, la sociologie, l'économie, l'histoire des arts, le droit. Donc, une revue qui se veut passerelle, et c'est aussi le sens de son sous-titre, hein, Histoire, sciences sociales, on y reviendra peut-être, et qui a comme caractéristique alors d'associer des articles de recherche, souvent de format assez long, puisque ça peut aller jusqu'à 30, 40 pages, 100 000 signes pour qui cela veut dire quelque chose. Également des notes critiques auxquelles on tient beaucoup, c'est-à-dire des discussions d'ouvrages ou de séries d'ouvrages que l'on considère importants, et puis également ce qui occupe la moitié de la revue en termes de place et qui est extrêmement chronophage, on sera peut-être amené à en reparler, les comptes rendus, une importante section de comptes rendus. Alors cette revue, elle s'est réinventée plusieurs fois, et dans les 20 dernières années, depuis ce qu'on a pu appeler le tournant critique à la fin des années 90, la revue a beaucoup évolué, et d'une certaine façon, on a essayé récemment, et je me permets de montrer un numéro paru à la fin de l'année 2020, nous avons essayé de faire le point d'une certaine façon, non pas de faire des grandes déclarations programmatiques sur ce que devrait être l'histoire, mais plutôt essayer d'expliciter notre façon de concevoir l'activité éditoriale et intellectuelle. Et c'est le sens de cet autoportrait d'une revue qui ne se veut pas spécialement flatteur, hein, mais simplement qui se veut un moment de réflexivité, sachant que c'est une des dimensions cruciales pour nous du travail de revue, la réflexivité, et ce qu'on a essayé d'appliquer à nos pratiques, donc pratiques éditoriales, comment on fabrique la revue concrètement, matériellement, et puis bien sûr pratiques intellectuelles, quels sont les nouveaux défis, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu rater également. Alors, revue généraliste, j'en ai dit un mot. Alors, pour achever cette première présentation, dans cet autoportrait, on a aussi fait un retour quantitatif sur un petit peu ce qu'on publiait, parce que finalement, on est souvent surpris, et notamment, on associe les annales avec Brodel, Bloch, Febvre, donc l'histoire médiévale et moderne, et en réalité, quand on regarde concrètement dans les 30 dernières années, mais c'était vrai déjà auparavant, la répartition par grands blocs avec une période, leur découpage artificiel, on s'aperçoit qu'en réalité, les annales sont aussi une revue du contemporain, hein, et que près de la moitié des articles, en réalité, peuvent être associés à l'époque contemporaine, mais c'est vrai qu'il y a un traitement spécifique du contemporain, et on sera peut-être amené à en reparler. C'est vrai que l'une des autres spécificités, des marques de fabrique de la revue, c'est également justement une inscription dans un certain temps, et dans un temps moyen, voire long, hein, les fameux étagements temporels chers à Fernand Braudel. Et donc, ça permet de quantifier justement là, dans
dans les pages de la revue les articles qui sont à cheval sur plusieurs périodes et qui montrent aussi, malgré tout, puisqu'on est quasiment, en tout cas entre un quart et un tiers, une certaine façon d'aborder le temps propre à la revue. Je trouve que cette pesée quantitative, elle a toutes ses limites, mais elle permet de voir aussi un certain nombre de choses qui caractérisent et qui singularisent la revue. Et donc, l'autre chose qui, effectivement, fait que les Annales sont une revue un peu différente des autres revues d'histoire généraliste, c'est ce souhait de pouvoir dialoguer de plain-pied avec les autres sciences sociales et de poser des questions à la fois d'historiographie et d'épistémologie assez larges. Alors, ce n'est pas, vous voyez, hégémonique, hein, on oscille aussi entre un quart et un tiers, mais c'est vrai que les articles qu'on cherche à publier, en général, c'est à la fois un dossier empirique, et on y tient, avec de l'érudition, mais aussi de larges horizons, et donc un questionnement à la fois historiographique et parfois épistémologique dans le rapport avec les autres sciences sociales qui nous intéressent. Et c'est vraiment sur cette conjonction que la revue a depuis très longtemps voulu mettre l'accent. Alors, ça, c'est certainement l'une des choses sur lesquelles on a plus bataillé quand on a parlé de cette saisie quantitative au sein du comité de rédaction, c'est de quoi traite l'histoire, sachant que tous les découpages sont extrêmement artificiels, mais ça permet de voir que là aussi, contrairement aux idées reçues, c'est pas simplement de l'histoire économique ou de l'histoire sociale, mais que l'histoire du politique est, depuis les années 90, disons, extrêmement traitée, mais c'est comme pour l'époque contemporaine, c'est un certain rapport aux politiques qui s'y trouve engagé. La dernière chose que je veux mettre en avant sur, ça pique peut-être un peu les yeux, cette distribution géographique des articles, mais c'est la façon dont, effectivement, depuis très longtemps, les Annales essayent d'être une revue, alors non pas d'histoire mondiale, mais qui en tout cas s'intéresse à l'ensemble du monde. Et même si c'est le bleu foncé ou clair, on voit bien que l'Europe reste un champ d'études essentiel. Les autres aires géographiques ne sont pas délaissées, avec parfois des pics au milieu des années 2000. On voit à ce moment-là à quel point l'Afrique, les Amériques, etc. ont pu avoir une présence prédominante, mais c'est de toute façon un élément crucial pour nous d'avoir ce regard, certes ancré aussi dans une historiographie européenne et française, mais qui essaye de voir large, à la fois chronologiquement et temporellement. Alors, pour finir, mais juste pour... et on y reviendra après, mais disons que je vous montre ce qu'on appelle l'ours de la revue, mais simplement pour vous dire que voilà, cette revue, c'est du monde. C'est effectivement l'appui de l'EHESS et nous travaillons et nous en sommes très à la fois fiers et contents juste à côté et avec les éditions de l'EHESS dont les Annales sont une composante, avec alors un comité scientifique composé de grands noms, mais surtout un comité de rédaction et alors secrétariat de la revue, des éditrices, des éditeurs et des éditrices, en ce moment des éditrices. Je vous avoue que secrétariat me paraît impropre et on sera amené à en reparler de ce travail matériel qui amène à la production de ces articles scientifiques. Donc vous voyez, composé d'un comité, alors qui n'est pas encore tout à fait paritaire, on y travaille, mais avec malgré tout du mieux. On est à 2 tiers, 1 tiers, mais c'est en voie de changement et c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc des éditrices, et ça, le HESS nous a toujours beaucoup soutenu, et on a à la fois 2 éditrices pour la version française et 1 éditrice pour la version anglaise, puisque c'est la dernière chose, et j'en ai tout à fait fini. Ce qui caractérise les Annales depuis 2012, c'est d'être une revue entièrement bilingue. Alors, on sera certainement amené à en reparler, mais depuis 2012, donc, nous publions tout en français d'abord, et nous y tenons. D'ailleurs, nous recevons des articles dans toutes les grandes langues européennes,
mais ceux que nous acceptons, nous les faisons systématiquement traduire, et c'est un enjeu également scientifique que la question de la traduction. Mais ensuite, et avec l'appui à la fois de membres du comité de rédaction, donc native speaker ou spécialistes de l'histoire anglo-saxonne, et parfaitement fluent en anglais, donc Nicolas Barrère et Steve Sawyer, pour ne pas les nommer, et donc Chloé Morgan du côté de l'édition, nous retraduisons tout avec des questions, là encore, intellectuelles et un travail des écarts sur lequel on sera peut-être amené à revenir. Mais donc depuis 2012, la revue est entièrement bilingue, et ce qui permet de faire circuler davantage les idées, de les confronter, de mesurer aussi un certain nombre d'angles morts et d'écarts. Et puis, depuis 2017, nous avons noué un partenariat avec Cambridge University Press, et nous sommes donc désormais coédités par le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et ses éditions, et Cambridge, dans voilà, une association qui, nous semble-t-il, est mutuellement bénéfique. Merci Vincent Azoulay. On aura l'occasion évidemment de rebondir sur un certain nombre d'éléments que vous avez mis en avant. Il y en a une sans doute qui brûle l'aide d'un certain nombre de celles et ceux qui vous entendent et vous voient. C'est cette propriété des annales, vous y avez fait allusion, d'être aussi prétendument une école. Et sur cette notion, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, si vous voulez bien, tout à l'heure, en examinant le rôle intellectuel des revues, le rôle scientifique des revues dans la fabrique des sciences sociales, parce que au fond, de ce point de vue-là, c'est assez unique. Il n'y a pas d'école de la revue d'histoire moderne et contemporaine, je le dis sans ironie aucune, ni d'école de la revue historique, etc. Il y a quelque chose de propre là, sur lequel on reviendra peut-être. Mais avant cela, je me tourne donc vers la revue de l'Homme. Grégory, je pense que c'est vous qui allez ouvrir ces premières remarques. Donc une revue d'anthropologie qui s'intéresse à beaucoup de choses. Le dernier numéro là vient juste de sortir. Vous me disiez tout à l'heure que c'est un numéro dit varia, c'est-à-dire qui n'est pas thématique. Dans les revues, il y a soit des numéros varia, soit des numéros thématiques. Et le dernier numéro thématique était lui consacré au genre, si je crois me souvenir de ce que vous m'avez dit. Voilà. Alors, l'Homme, même exercice. Je vous cède la parole. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Nous sommes vraiment très heureux de cette occasion de discuter entre revues et de discuter du paysage éditorial français qui, particulièrement à l'EHESS, est très riche. Donc, vraiment, on est très content de cette discussion. Donc, l'Homme, c'est une revue qui est beaucoup plus jeune que les Annales. Elle a été créée en 1961 par, là aussi, une grande figure de la discipline, peut-être une des plus grandes figures de l'anthropologie française, Claude Lévi-Strauss. Et c'est un projet qui lui tenait à cœur, on le sait, parce qu'il en a rêvé pendant de nombreuses années sans être capable de le faire. Depuis le début des années 50 au moins, il avait cette idée que l'anthropologie française avait besoin d'une revue un petit peu sur le même modèle que ce que Mann faisait en Grande-Bretagne depuis plusieurs décennies, je crois, à ce moment-là. Et il avait vraiment cette idée qu'une revue d'anthropologie générale était nécessaire en France, et ce n'est qu'après avoir été nommé au Collège de France et après avoir fondé le laboratoire d'anthropologie sociale, donc à la toute fin des années 50, qu'il a pu créer l'Homme en conjonction avec, et en fait presque comme une émanation au début d'un projet de collection. En fait, il a commencé par avoir l'idée des Cahiers de l'Homme, qui était une publication en fait qui était, comment dire, qui n'est pas vraiment une revue, qui était plutôt une collection de monographies. Et c'est après qu'il a eu l'idée de vraiment proposer cette revue de façon périodique, quoi. Donc, ça naît en 1961, le premier numéro paraît en 1961, et il est fondé pas seulement par, la revue n'est pas fondée seulement par Claude Lévi-Strauss, mais aussi par Émile Benveniste et Pierre Gourou, ce qui montre un petit peu d'emblée la vision de l'anthropologie qui était au cœur de ce projet scientifique, en fait, une anthropologie large. Je crois que tu reviendras là-dessus ensuite, Isabelle. Donc, dès 1961, le projet est donc de fonder une revue qui puisse accueillir l'anthropologie française telle qu'elle elle se fait en France en collaboration avec des géographes, en collaboration
avec des linguistes, et c'est un projet qui va se maintenir vraiment de façon très stable jusqu'à aujourd'hui, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce projet qu'on essaye de poursuivre depuis que nous avons repris la direction de la revue avec Isabelle Heyer-Mackenzie. Mais il a été, donc nos prédécesseurs sont deux grandes figures de la revue, Jean Pouillon et Jean Jamin. Jean Jamin qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, et nous lui rendons hommage dans le dernier numéro, celui qui vient de paraître, comme vous l'avez dit. Il y aura un hommage encore plus conséquent qui paraîtra dans le prochain, à paraître cet été. Donc, Claude Lévi-Strauss, il a fondé la revue, mais tout de suite, il l'a confiée à Jean Pouillon. Et il s'est très peu investi dans le versant administratif de la gestion éditoriale de l'Homme. Par contre, il y a contribué, et il y a contribué un petit peu comme ses collègues, les grands noms qui publient dans l'Homme dès le début de la revue. Ils ne publient pas seulement des articles, études et essais, on aura l'occasion de revenir sur le processus éditorial. Il ne publie pas seulement des grands articles de recherche, il publie aussi des notes et des commentaires. Et l'Homme est très précieux depuis sa fondation et jusqu'à aujourd'hui pour ces formats courts qui sont publiés un petit peu au fil de la recherche telle qu'elle est fabriquée au jour le jour par les chercheurs. Il y a 4 numéros par an qui sortent de l'Homme, quasiment depuis sa fondation. Quelquefois, ça a été 3. On a en général un numéro double qui sort à la fin de l'année, et une alternance donc de numéros de varia et de numéros thématiques. Comme vous l'avez dit, notre dernier numéro thématique a été consacré aux expériences initiatiques du genre, donc la façon dont des rituels, principalement en Afrique occidentale, mais pas seulement, façonnent le genre en créant la différence entre des différents types de personnes au sein d'un même collectif. Donc voilà, les numéros thématiques essaient, comme les numéros de varia, de refléter l'état des lieux de la recherche telle qu'elle est produite par les anthropologues en France et à l'étranger, on reviendra aussi là-dessus. Voilà, ça se fait donc par l'alternance entre, d'une part, ces numéros thématiques et ces numéros de varia, mais aussi entre ces différents formats, articles donc de recherche et notes qui peuvent prendre la forme d'à-propos sur des livres, d'élaboration qu'on appelle en question sur un thème émergent de la discipline, ou même ce qu'on a introduit récemment, en fait ce qu'on a réintroduit, parce que ça avait été brièvement le cas à un moment de la revue, ce qu'on a réintroduit, donc cette catégorie de chronique qui permet de revenir sur un point de l'actualité concernant une région ou un thème écrit par les chercheurs spécialistes de cette question. Donc, par exemple, Sabine Trébin-Jacques, récemment, qui est spécialiste des Ouïghours, a fait tout un article de synthèse, un des premiers articles de synthèse qui faisait la lumière sur le traitement des Ouïghours par le gouvernement chinois. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement utiles et souvent d'une actualité brûlante. On a évidemment aussi fait des chroniques, publié des chroniques autour de l'épidémie de Covid-19. Donc, ça permet que la revue soit en prise avec une actualité telle qu'elle se déroule. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Peut-être que je vais laisser la parole à Isabelle. Avant qu'Isabelle prenne la parole, je voulais rebondir là aussi sur ce que vous disiez par rapport à ce que disait Vincent tout à l'heure. On a l'impression, tel que vous présentez l'Homme, qu'il y a justement cette dimension un peu expérimentale, laboratoire, qui la distingue par rapport à ce que vous présentiez d'articles. On reviendra sur le travail plus en détail peut-être tout à l'heure, plus achevé. On a de gros articles, vous disiez, de presque 100 000 signes, ce qui, il faut le savoir, est quand même quelque chose qui représente autour de entre 50 et 60 pages dactylographiées quand même, donc très, très consistant. Et là, on a l'impression que vous avez des formats pour m'être intéressé un peu aux revues dans d'autres cadres, je me souviens avoir distingué, comme toute distinction, ça vaut ce que ça vaut, des revues laboratoires, des revues spectacles, si j'ose dire. C'est-à-dire des revues où le spectacle tout est vissé, tout est huilé, on voit pas le derrière du tout, et de revues plus, voilà, qui ne sont pas plus désinvoltes avec la science, mais qui la laissent plus en train.
Est-ce que vous êtes ce format-là, est-ce que il est théorisé, ou en tout moins, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que c'est voulu? Alors, il n'est pas théorisé, mais j'en ai pris conscience, et on en prend conscience en fait au fur et à mesure qu'on regarde les anciens numéros qui vont un petit peu à l'encontre. Alors, il y a beaucoup de choses que vous nous avez montrées qui allaient aussi à l'encontre de l'image qu'avaient les annales. Oui. Et là, il y a une image qu'on a de l'homme qui est une revue effectivement extrêmement académique, voire un petit peu engoncée, dans laquelle on publie des choses. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai, hein, c'est une image qu'on a, alors que c'est faux, et c'est faux depuis sa création, c'est-à-dire que depuis sa création, des chercheurs de tous horizons, vraiment, utilisent l'homme comme plateforme pour effectivement essayer des choses, proposer des notes de recherche ou vraiment tenter des réflexions transversales sur plusieurs parutions récentes qui leur donnent une idée, et ils proposent ça, quoi. Alors, ça marche pas toujours. On refuse beaucoup de choses à l'homme, et je crois que c'est important aussi de le dire. C'est-à-dire que il n'y a pas c'est pas un forum complètement ouvert. Il y a un travail d'édition qui est au cœur de la production du savoir, dans l'homme comme n'importe où, dans n'importe quelle autre revue scientifique. Mais c'est vrai qu'il y a cette préoccupation de ne pas trop mettre de chape sur la recherche en train de se faire, et de laisser aussi la place à des choses un petit peu moins finies, plus expérimentales, comme vous le disiez, et qui, comme vous le disiez très bien, en fait, qui donnent à voir le laboratoire d'une recherche en train de se faire. Alors Isabelle, excusez-moi, je vous en prie. Justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, Grégory. C'est que effectivement, le travail éditorial qui se fait donc au sein de la revue reflète vraiment cette dynamique de la fabrique, du laboratoire qu'est la revue, de ce travail collaboratif. Donc à travers toutes ces différentes étapes, des évaluations, des discussions en comité de rédaction, et qui fait émerger finalement un produit qui est donc le produit final qu'on a entre les mains une fois que la revue est publiée, mais qui a passé par ce long processus de discussion, d'échange avec des collègues. Et donc le comité de rédaction reflète, en tout cas on a tenté d'inclure des collègues qui reflètent autant que possible la diversité des approches en anthropologie, donc des collègues enseignants-chercheurs, chercheurs au CNRS, à l'EHESS, et qui, donc tous ensemble, participent à créer cette vie, ce dialogue qui s'instaure au cours des comités et des différentes étapes de l'évaluation d'un article. Et voilà, donc pour rebondir encore une fois sur ce qui vient d'être dit, ce que tu as évoqué aussi, Vincent, c'est qu'effectivement, la revue L'Homme n'appartient pas à un courant de pensée précis qui aurait pu être attaché à l'école de Claude Lévi-Strauss. C'est pas du tout le cas. On essaye justement d'ouvrir autant que possible le dialogue, et de publier autant que possible des articles, des essais qui reflètent la diversité des approches en anthropologie aujourd'hui. Et je crois qu'on est vraiment très attachés tous les deux à ce que ce panorama très divers puisse apparaître dans la revue. Et donc aussi de donner la place à des études et des essais. On n'a pas mentionné les chiffres, mais effectivement, on essaye aussi de donner un espace assez large pour ces études, de l'ordre de 80 000 signes en moyenne. Donc c'est pas autant que les annales, mais c'est quand même assez conséquent pour que justement on puisse avoir ces produits finaux intéressants pour les lecteurs. Et donc oui, effectivement, comme les annales, une revue qui est ouverte à la diversité des autres sciences sociales et des autres sciences humaines. On a un certain nombre de propositions qui sont à la croisée de l'économie, de l'histoire, de l'archéologie aussi. On a quelques propositions qui nous arrivent dans ce sens-là, et on essaye autant que possible de les intégrer et d'ouvrir justement notre lectorat à ces approches très diverses, donc pluri- ou transdisciplinaires. Ça dépend comment est-ce qu'on entend ce dialogue-là. Mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas ça la politique éditoriale de L'Homme aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on se saisisse là d'une question qui s'impose à nous. Et Isabelle, vous venez aussi de prolonger cette réflexion autour de, comment le définir, l'identité intellectuelle ou scientifique d'une revue. Et je reviens un peu à cette notion d'école des annales.
Est-ce que, c'est assez curieux de ce que vous dites, parce que c'est presque à contre-emploi, on s'attendrait plutôt du côté des historiens qui relèvent d'une discipline avec une densité théorique assez faible. Et encore une fois, ce n'est pas une critique. Le fait que le rapport à la théorie chez les historiens est moins fort qu'il l'est dans d'autres sciences sociales. Et pourtant, on associe aux annales une école. Bon, vous savez, François Furet disait l'école des annales, c'est les gens que je croise dans l'ascenseur. Bon, donc ce qui marquait un peu l'incertitude qu'il y avait sur cette notion d'école des annales. Et à l'inverse, l'anthropologie représentée par une revue fondée quand même par une grande figure intellectuelle qui avait une dimension théorique importante et qui a défendu une conception de l'anthropologie tout de même marquée et adverse d'autres conceptions de l'anthropologie. On pourrait dire aussi que certaines revues revendiquent aussi une ligne intellectuelle très stricte. Je pense à la revue de sociologie Actes de la recherche en sciences sociales, qui s'inscrit explicitement et uniquement dans le sillage de l'héritage de Pierre Bourdieu. Donc on a une diversité là de relations à l'identité intellectuelle. Et je voudrais qu'on prolonge un peu la discussion autour de ça et revenir un peu, si vous l'acceptez, Vincent, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est l'école des annales? Et qu'est-ce que ça a été? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un héritage encombrant. Encombrant, prestigieux, mais encombrant dans la mesure où l'école des annales, c'est ce qui fait écran au travail de la revue. Et souvent, on confond effectivement la revue et l'école. Et une école des annales qui, depuis longtemps, quand même, a été critiquée et d'une certaine façon à l'intérieur même de la revue pour un certain nombre de ces travers, ou en tout cas, voilà, l'historiographie s'est déplacée. Et donc, ce qu'on appelle l'école des annales, c'est autour de disons, du moment Brodel et avant avec Bloch et Febvre, mais effectivement, ça ne correspond absolument pas, même s'il y a des éléments de continuité avec ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est même plutôt souvent un obstacle dans la mesure, je parle au travail quotidien de la revue, dans la mesure où certains auteurs qui nous proposent des articles donc ne lisent pas la revue véritablement et ont plutôt l'idée mythifiée de l'école des annales lorsqu'ils s'adressent à nous. Et donc, et de ce point de vue-là, c'est souvent problématique puisqu'ils vont, c'est comme si en anthropologie, on vous proposait un article de stricte obédience structuraliste. Ça ne serait plus imaginable aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'on a ce type d'article, mais on a parfois des gens aussi qui pensent que c'est une revue où il faut faire de la théorie et donc qui vont ne pas présenter un cas empirique et un rapport aux sources auquel on tient énormément. Donc, il y a une identité intellectuelle de la revue, c'est très certainement plus celle de l'école des annales, et la revue de toute façon et l'école des annales ne se sont jamais entièrement superposées. C'est-à-dire que l'école des annales, telle qu'on l'entend, elle s'est souvent énoncée ailleurs que dans la revue. Donc, bien sûr, la revue s'en faisait l'écho, mais ça n'a pas été, c'est souvent dans des livres à côté, parfois même dans d'autres revues, que les textes les plus fondateurs de l'école dite des annales ont été formulés. Donc c'est plutôt, c'est un héritage évidemment dont on bénéficie, notamment de son prestige, mais c'est aussi un générateur de malentendus. En revanche, je pense que la revue continue à avoir une identité, alors qu'on ne définit pas comme une ligne, mais plutôt comme un style. On a essayé de définir dans plusieurs éditoriaux, parce que à certains moments, comme dans toute revue, il y a le travail routinier de publication d'articles, et puis il y a des moments où on essaye de réenchanter un petit peu le travail intellectuel, et ça se ponctue alors par des numéros spéciaux, on en fait aussi fréquemment, et également par des éditoriaux qui sont autant de positions qui essayent de témoigner de modifications, alors historiographiques, quand par exemple la revue change de sous-titre,
ou également les moments de transition éditoriale qui ont un sens également intellectuel, lorsqu'on est passé à une version bilingue ou lorsqu'on a noué le partenariat avec Cambridge. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, dans Autoportrait d'une revue, donc ce numéro spécial, nous avons fait le choix de rééditer tous les éditoriaux de la revue depuis 1929, ce qui permet de faire un parcours justement, non pas dans l'école des annales, mais dans la fabrique de la revue et ses différentes mues au cours du temps. Donc, une identité intellectuelle, alors qu'on peut définir, je pense, assez simplement, et qui n'est non plus celle de l'école des annales, de la longue durée, ou d'une histoire économique et sociale triomphante, mais plutôt, je pense, un certain rapport à la réflexivité, vraiment, des historiennes et des historiens, et plus généralement des praticiens des sciences sociales sur leurs propres outils, un souci de ce qu'on appelle la documentation. Parfois, le terme de source est employé aussi, mais derrière les sources, il y a tout un imaginaire peut-être un peu plus problématique. Donc, on préfère aux annales parler de documentation, mais une documentation voilà, sur laquelle on met, il y a eu un numéro spécial consacré aux archives aussi il y a 2 ans, sur lequel on met un accent particulier, c'est-à-dire que pour nous, un article doit montrer sa documentation et les problèmes que celle-ci pose, ce qu'elle permet d'éclairer, ce qu'elle tient dans l'ombre. Donc, réflexivité, rapport à la documentation et une histoire, comme on l'a dit, décloisonnée sur le plan à la fois temporel et géographique. Et déjà avec ces quelques sésames, on peut définir, disons, l'ingrédient d'un style intellectuel, d'un certain rapport au savoir. Alors, qui amène effectivement, c'était intéressant, des articles qui souvent donc manient à la fois un travail empirique extrêmement fin sur les sources et une montée en généralité, un dialogue avec les autres sciences sociales, ce qui les amène souvent à une certaine taille. Et un des éléments sur lesquels on réfléchit collectivement, c'est effectivement à pluraliser les formats pour effectivement redonner vie à cette tradition expérimentale qui était au cœur aussi de la revue dans ces jeunes années. Alors justement, du côté de l'homme, c'est la question qu'on a envie aussi de vous poser. Est-ce que aujourd'hui, l'équipe éditoriale de l'homme réfléchit à son identité, à définir une ligne? Parce que Vincent Azoulay, il faisait référence en 1989, au moment du 60e anniversaire des Annales. Il y a un grand débat à l'intérieur de la revue Les Annales que conduit Bernard Lepetit à ce moment-là, le regretté Bernard Lepetit, qui fait basculer la revue avec une nouvelle identité qui vaut ce changement de titre, Annales, Histoire, Sciences sociales, d'inscrire dans ce qu'on appelait à l'époque le tournant critique. Hein, mais si je me permets de t'interrompre, Histoire, Sciences sociales, ça veut dire histoire et sciences sociales, et l'histoire comme sciences sociales. Hein, c'est vraiment ce double aspect qui est ce virage qui est pris avec le tournant critique. Voilà. Alors le tournant critique a été une proposition extrêmement forte, extrêmement débattue au sein de la revue. Est-ce que des moments comme ça sont repérables dans l'homme ou est-ce que ça fonctionne autrement? J'imagine qu'il y a encore de virulents débats et voilà, j'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu cela, puisque c'est une revue, en tout cas moi, qui m'est moins familière que les Annales. Alors, on ne va pas dévoiler les coulisses des non, je ne vous demande pas des choses pareilles. Mais effectivement, puisque notre comité de rédaction est très diversifié en termes d'approche, effectivement, ces débats peuvent émerger au cours des discussions collectives qu'on peut avoir. Après, peut-être que Grégory connaît un petit peu mieux l'histoire de la revue. Moi, je viens d'arriver modestement à la rédaction, mais peut-être aussi que les différentes étapes qui ont jalonné l'histoire de la revue ont été portées par des personnalités qui ont voulu donner une inflexion particulière à la politique éditoriale et qui ont sans doute influencé en partie ses choix éditoriaux, son format. Et puis d'ailleurs, Grégory a été à l'initiative de
d'une nouvelle maquette, d'une nouvelle manière aussi de présenter donc les différentes sections. Bon, je te laisse peut-être exposer tout ça de manière un petit peu plus précise, Grégory. Oui, c'est vraiment des questions passionnantes parce que elles sont souvent implicites. Dans l'homme, en tout cas, c'est quelque chose qui semble ne pas devoir se poser. Il y a comme cette illusion que il s'agit de publier de la bonne anthropologie, sans se poser les questions de la définition de la bonne anthropologie à chaque étape, à chaque époque, pardon. Et quand on regarde donc les numéros dans leur profondeur historique, on voit effectivement la trace de certains débats très virulents. Alors, autour du marxisme en anthropologie, par exemple, ça a beaucoup occupé les membres du comité de rédaction, Lévi-Strauss en particulier, mais aussi Maurice Godelier, Marc Auger, dans les années 70. Pas longtemps après, plutôt dans les années 80, 90 plutôt en fait, dans les années 90, on trouve des traces de débats sur la parenté entre Françoise Héritier et Eduardo Vivros de Castro, des trucs qui, à la relecture, semblent des tournants bien plus précoces que ce qu'on a pu voir après, en fait, des préfigurations en fait de débats à venir et de lignes de fracture qui allaient se constituer et dont on trouve les traces dans la revue. Mais ça se fait comme à bas bruit. Et je crois que cela tient à, pour le coup, à la configuration sociale de la revue en tant que collectif. C'est-à-dire que l'homme, comme son nom l'indique, a été pendant longtemps organisé autour d'un secrétaire de rédaction qui vraiment assurait la politique éditoriale de la revue et donc qui n'avait pas vraiment besoin de la formuler. Parce qu'en général, en plus, c'était quelqu'un qui théoriquement n'était pas forcément très identifié. C'était pas un grand nom de l'anthropologie théorique, mais c'est devenu un grand nom aussi à travers son travail dans l'homme. Donc Jean Pouillon, qui est resté une espèce de figure tutélaire de la revue par la façon dont il arrivait justement à accompagner n'importe quel article au mieux dans sa meilleure version possible, quel que soit en fait son ancrage théorique, quelles que soient ses préoccupations thématiques, etc. Pareil, Jean Jamin. Jean Jamin s'est vraiment distingué et il a réussi à le faire en plus après Jean Pouillon, qui était déjà un exemple difficile à suivre, mais il a réussi en fait à reproduire la même chose et à avoir cette espèce d'incarnation d'une ligne éditoriale qui n'avait pas besoin d'être formulée parce que d'une part, il l'incarnait, et d'autre part parce qu'elle était relativement peu orientée théoriquement. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses différentes qui se sont publiées dans l'homme pendant toute son histoire. Donc, ça pose aussi la question, et là, on a aussi, nous, des questions qui se posent par rapport au nom qu'on porte. Le nom qu'on porte est quelquefois un héritage dur à porter. Et porter comme nom de revue l'homme, c'est pas toujours évident dans le sens où ça a l'air de nous cantonner dans une anthropologie non seulement anthropocentrée, mais surtout androcentrée, quoi. Et donc on peut essayer de le compenser par une politique éditoriale qui justement n'est ni androcentrée, ni anthropocentrée, ni trop anthropocentrée, même si d'assumer un non-anthropocentrisme de l'anthropologie serait une option théorique un petit peu trop forte, et on veut accueillir toutes les anthropologies, et donc l'anthropologie est encore largement anthropocentrée, même sans rentrer dans les débats de notre discipline d'aujourd'hui. Ce sont des débats intéressants, je pense, et qui se posent justement dès le nom de la revue. Mais donc, on peut intervenir éditorialement là-dessus pour assurer, encore une fois, une ouverture la plus large possible de notre discipline à tous les courants qui la constituent, et c'est vraiment notre tâche. Mais on se demande souvent, et c'est vrai que je n'ai pas manqué de me demander au moment où je prenais la direction de cette revue, qu'est-ce qu'on fait de ce nom, quoi. Et jusque-là, comme pour les annales, je pense, malgré les défauts qu'il y a à ce nom, ça nous donne une place dans un paysage éditorial qui a ses défauts, mais qui a le mérite d'exister et a le mérite de ne pas demander à être reconstitué à chaque fois. Donc voilà, on reste l'homme en assumant cet héritage et en essayant de le tourner vers une anthropologie qui ne présente pas les défauts que semble avoir et que semble laisser suspecter le nom qu'elle porte. Peut-être que tu vas ajouter quelque chose. Non, je trouve ça très bien. Parce que, en fait, en vous entendant les unes et les autres, l'une et les autres, on a le sentiment que ces revues, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui sont tout de même très intimidantes pour ceux qui n'en sont pas, parce qu'elles ont cette histoire, parce qu'elles ont cette place dans le champ des sciences sociales.
au fond, vous les défendez comme des revues ouvertes, justement, qui ne sont certainement pas des revues d'école ou de clan, où vous avez le souci d'y faire dialoguer des sensibilités différentes. Alors, cette remarque et ce que vous venez de dire me conduit à vous poser une question très brutale, qui est la suivante. Qui gouverne une revue? Oui, c'est une très bonne question. L'État, c'est moi. La revue, c'est moi. Non, alors, de fait, ça dépend quand on se place dans l'histoire. Oui, il y a eu aux annales, il y a eu vraiment, effectivement, un pouvoir concentré, et sachant que le comité de rédaction, au départ, n'était constitué que des anciens directeurs de la revue. C'est comme ça, alors c'est depuis simplement une trentaine d'années qu'on s'est adjoint un vrai comité de rédaction qui ne soit pas composé uniquement des anciens directeurs, une directrice, Lucette Valency, mais effectivement, il y avait des pouvoirs très forts. Maintenant, je ne dirais plus ça. Je suis un point d'équilibre dans une chaîne tout à la fois intellectuelle et éditoriale. J'ai un rôle à la fois d'impulsion et d'organisation, parfois de relance, tantôt aussi de freinage, mais évidemment, c'est le comité de rédaction et les éditrices qui forment ce qu'on a appelé un collectif au travail. Donc, si j'allais chercher du côté de l'histoire ancienne, qui est ma discipline, je dirais que peut-être tout au plus serais-je un chef de chœur. Mais c'est effectivement une histoire chorale que nous cherchons à mettre en place, à la fois dans les thèmes abordés, dans le type d'histoire, d'épistémologie que l'on souhaite mettre en avant, et également dans la fabrication concrète de la revue. Donc, qui gouverne la revue? Un collectif, j'ai envie de dire, avec malgré tout des points d'ancrage qui ne sont pas totalement neutres. Hein. Alors Vincent, je vous cherche des poux, effectivement. On pourrait vous dire, là, vous avez un peu une langue de bois quand même. Dans une revue, un collectif au travail, on sait très bien que dans un collectif, il y en a qui sont plus ou moins collectifs, si j'ose dire. Oui, mais comme dans un chœur, voilà. il y a à la fois le chef du chœur, il y a celui il y a à l'intérieur des choreutes aussi des hiérarchies. Donc bien sûr, aucun collectif n'est irénique et sans hiérarchie, évidemment. Donc, et ce sont des hiérarchies stables ou variables? Disons que la place, effectivement, de ce qui était secrétaire de rédaction devenu directeur de la publication, puisque je crois que c'est mon titre actuellement, évidemment donne malgré tout un rôle d'équilibrage plus grand mais c'est vrai que les anciens directeurs de la revue ont une parole qui ont certainement un poids plus important. Mais il est vrai que après, le charisme et surtout l'investissement de chacun au sein du comité de rédaction donne une place plus ou moins grande aux différents participants du comité de rédaction. Puisque dans le travail de la revue, de ce collectif, il y a notamment pour les membres du comité, on est une douzaine donc actuellement, c'est de ramener des articles, de faire des propositions, d'écrire parfois soi-même des articles qui peuvent être soumis, ce qui n'est jamais une position facile parce que les annales et le comité des annales n'est pas tendre, y compris avec les siens. Donc véritablement, où il y a des marges de manœuvre très importantes pour ceux qui veulent s'en saisir. Donc, il y a du pouvoir, il y a de l'institution, il y a aussi du jeu dans la façon dont on a conçu l'organisation de notre collectif. Il y a une petite anecdote qui me vient à l'esprit, permettez-moi de vous la rappeler, qui est un témoignage de Bernard Le Petit lorsqu'il était arrivé aux annales comme jeune secrétaire. À l'époque, on appelait secrétaire de rédaction, comme dans la plupart des revues. Et il m'avait raconté que à la première réunion de la rédaction, il s'en est pris avec virulence
un article que défendait bec et ongle Emmanuel Leroy-Ladurie. Et il m'avait dit, tu comprends, lorsqu'on arrive dans un lieu pareil, il faut savoir s'imposer immédiatement. Donc, évidemment, enfin, c'est une évidence de le dire que ces jeux de pouvoir à l'intérieur des revues sont extrêmement intéressants à analyser. Et encore une fois, évite de nous faire penser la revue comme on l'aperçoit malheureusement très souvent, c'est comme un bloc homogène avec une ligne et des comportements d'exclusion trop simples à définir. Mais c'est vrai que l'histoire des annales en plus est un petit peu particulière puisqu'il y a eu pendant tout un temps le choix, donc il y avait c'est pas le roi caché ou l'imam caché, mais il y avait effectivement le directeur des annales, et Brodel a joué ce rôle, et puis il y avait le secrétaire de rédaction. Et puis d'ailleurs, à un certain moment, le secrétaire de rédaction est devenu plutôt quelqu'un d'assez jeune, laissant la réalité du pouvoir aux plus vieux et expédiant les affaires courantes. Et d'une certaine façon, ça a commencé à changer avec mon prédécesseur, Étienne Anheim, et moi-même, et je crois que je suis l'un des premiers directeur de la rédaction à être aussi directeur d'études à l'EHESS et non pas maître ou maîtresse de conférence ou etc. Enfin, depuis en tout cas un certain temps. Donc, et tout cela, ça a du sens sur effectivement les jeux de pouvoir qui sont au sein de la revue. Mais heureusement, au-delà des titres et de ces formats, la revue s'est tellement renouvelée, le collectif s'est tellement renouvelé que je pense que on a malgré tout quand même des relations de beaucoup plus grande fluidité, puis d'autres mutations qui ont aussi changé la façon de choisir les articles, et notamment le passage depuis maintenant une quinzaine d'années à des articles qui sont évalués anonymement, qui sont avec un double expertise aveugle, et en revanche toujours des discussions collectives. C'est une des choses auxquelles on tient. On sera peut-être amené à revenir sur la façon de sélectionner les articles. Alors, qui gouverne l'homme? Alors, qui gouverne l'homme? Je crois clairement que nos deux éditrices qui nous regardent, qui font un travail formidable, sont vraiment un point d'ancrage dans la revue. Elles travaillent à l'homme depuis maintenant plus de 10 ans, il me semble. Je ne sais pas exactement depuis quelle temporalité, mais qui sont vraiment des forces pour notre travail, qui nous permettent aussi d'avoir une vision sur le plus long terme de la revue. Donc, elles font un travail absolument extraordinaire. Et après, je pense que c'est une très belle expression, je pense, effectivement, de concevoir la revue comme un collectif de recherche à part entière, avec effectivement des décisions à prendre, des évaluations, mais je pense que tous les deux, Grégory et moi, on perçoit notre travail au sein de cette rédaction comme des chefs d'orchestre d'un collectif de recherche qui, chacun, avec leur singularité, apporte un point de vue différent, parfois un peu virulent, parfois plus constructif, plus à l'amiable, mais toujours avec le respect des points de vue et ces échanges qui nous permettent de véritablement avancer, de proposer au final des articles qui sont vraiment le produit, encore une fois, le fruit de cette recherche collective, d'un collectif de recherche particulier. Sauf si tu veux dire quelque chose. Grégory, vous avez le même sentiment oui, tout à fait. Que cela. Alors, je n'ai pas encore sollicité celles et ceux qui nous regardent, mais qui n'hésitent pas à nous proposer proposer des commentaires ou poser des questions à nos invités d'aujourd'hui. Mais peut-être en attendant, on va peut-être poursuivre nos échanges et on frôlait déjà un peu la question, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Ce que j'aimerais bien voir avec vous maintenant, c'est quel type de relation vous entretenez avec les lecteurs et quel type de lecteurs vous avez face à vous. Nous en parlions avant cet échange, notamment avec Vincent Azoulay,
qui montrait une évolution importante dans la structuration des abonnés, qui ne sont plus les mêmes par rapport à un âge ancien que j'ai hélas connu, d'un chercheur ou un jeune chercheur qui s'abonnait à une, voire plusieurs revues, d'ailleurs, personnellement, individuellement, et qui entrait d'une certaine façon aussi dans une petite famille, plus ou moins d'ailleurs selon le style des revues. Bon, cet âge ancien semble-t-il est en train de disparaître. Alors, est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que vous le constatez? Est-ce qu'il reste malgré tout cette figure et quel horizon d'attente vous avez dans l'esprit du coup? Parce que on s'adresse différemment à un institutionnel et un lecteur individuel, fût-il un chercheur inséré dans une institution. Voilà, je voudrais qu'on aborde un petit peu ce lien au lectorat, parce que, après tout, c'est quand même le but visé. C'est décisif et c'est, j'ai envie de dire, embarrassant. C'est une question, disons, complexe et difficile et qui, effectivement, nous habite collectivement, de savoir quel est maintenant notre lectorat, parce qu'effectivement, les annales ont une tradition d'abonnements nombreux, et donc avec en gros la moitié à l'étranger, la moitié en France. Mais c'est vrai que les abonnements à la revue papier décroissent depuis une vingtaine d'années, régulièrement, lentement, mais régulièrement, au fur et à mesure que monte la consultation en ligne par le biais des plateformes, sachant que nous sommes présents à la fois sur Cambridge Core, sur Cairn, sur Muse, les anciens numéros sur Percé. Donc on a large palette d'outils numériques qui nous permettent d'être diffusés et donc lus, mais avec cet enjeu crucial pour nous de savoir ce qui reste de notre identité dans un monde numérisé où la plupart des lecteurs désormais lisent avec des moteurs de recherche et donc découpent à l'article en fonction de leurs intérêts ce qu'ils souhaitent lire dans la revue. Alors que tout le travail de revue, c'est précisément d'essayer de créer des voisinages entre articles. Et nous, on fait, en réalité, même les numéros qu'on pourrait dire varia, chez nous, ne le sont pas véritablement. C'est-à-dire qu'on essaie toujours on appelle les rubriquer, donc de les rassembler par thème. Et puis, on a effectivement au moins 1, 2 numéros spéciaux par an, très fortement architecturés. Histoire environnementale et périodes anciennes, et le tout prochain numéro qui devrait paraître dans le mois prochain. Mais voilà, on a une volonté d'affichage, mais qui est d'une certaine façon de plus en plus déjouée par la logique de la lecture de l'article à la pièce et de moteurs de recherche jouant avec des indexations de plus en plus fines. Donc, alors on essaye de contrebalancer ça en associant systématiquement les sommaires, en bien sûr en tenant sur la publication papier et également la diffusion en librairie, puisque c'est avec l'objet papier que l'on se rend le mieux compte de l'organisation et de l'architecture intellectuelle d'un numéro. Mais on sait en même temps que le raz-de-marée numérique et la lecture et le découpage à l'article est là. Donc, on doit essayer désormais aussi sur chaque article d'essayer de créer des ponts avec d'autres, ce qui fait qu'on use, je crois sans abuser, mais aussi des renvois internes entre articles de façon à essayer de guider le lecteur et de l'inciter à lire plus loin. Mais c'est vrai que c'est une question décisive et une question auquel toutes les revues de sciences humaines, je crois, sont confrontées aujourd'hui. Et pour vous, c'est la même. Oui. Et ce point qui me paraît en effet très important que disait à l'instant Vincent, c'est-à-dire cette lecture décontextualisée en quelque sorte, qui fait du lecteur plus un consommateur je parlais du modèle familial tout à l'heure, qu'un familier qui lit tout, justement, y compris des choses qui ne l'intéresseraient pas ou ne seraient pas susceptibles d'intéresser.
vous constatez le même phénomène? Mais on a peur de le constater, en effet, on craint de le constater, mais c'est vrai qu'on rencontre très peu nos lecteurs. Et c'est la plus grande frustration, en effet, on en parlait encore tout à l'heure. Oui, là-dessus, ce serait bien qu'on puisse. Les revues ont parfois organisé des journées d'études, des colloques, des moments de rencontre. Qu'en est-il de ça à partir du moment où les lecteurs sont des institutionnels, de plus en plus des institutionnels? C'est vrai, c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait remettre à l'ordre du jour. En même temps, c'est vrai que dans les journées d'études où on continue de rencontrer nos collègues et les revues, quand on les publie et quand on fabrique des numéros, on a le sentiment et on a l'espoir que ça ne touche pas que nos collègues et pas que ceux qui sont déjà dans le réseau d'influence des auteurs qui publient dans l'article, ce qui est en fait le public des journées d'études, quoi. Alors, quel lecteur vous lisez à l'Homme, par exemple? En fait, déjà les étudiants. Moi, je pense beaucoup aux étudiants en faisant les numéros, c'est-à-dire je pense à moi en tant qu'étudiant, à quelle anthropologie j'aurais aimé être exposé. Et je fais des numéros que j'aurais aimé trouver en bibliothèque. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup et que j'encourage vraiment les étudiants à faire qui nous écoutent, c'est d'aller régulièrement en bibliothèque pour feuilleter les revues qui viennent de paraître. Et en effet, c'est là où on découvre ce qu'on ne s'attendait pas à trouver, en fait. Contrairement à une recherche en ligne, où bon, quelquefois il y a des effets de sérendipité, mais c'est quand même assez rare et on tombe en général sur ce qu'on cherchait. Là, dans les revues qu'on consulte au fur et à mesure de leur publication, il y a des effets de chance, quelquefois, de découverte, de trouvailles qui peuvent illuminer des journées, quoi. Et c'est aussi, je voulais insister vraiment sur ce que disait mon collègue Vincent, c'est comment dire, insister sur le fait que les revues sont composées comme des objets cohérents. Et c'est pas parce que c'est des numéros de Varia qu'on publie tout ce qui vient, quoi. Au contraire, il y a un effet de composition, il y a un effort de composition. Un ordre. Il y a un ordre. Comme l'ordre du livre chez Roger Chartier. Voilà. L'ordre de l'article. Et une mise en cohérence aussi qui rend les articles, en fait, qui fait des numéros plus que la somme de leurs articles. Et donc, c'est vraiment important d'aller voir les revues en bibliothèque, si on ne les trouve pas en librairie, éventuellement de ne pas se retenir d'acheter les numéros qui nous plaisent. Enfin, ça soutient aussi les revues. Et en tout cas, c'est aussi pour cette raison qu'on reste attaché à la publication papier, parce que ce serait dommage de céder à la désarticulation complète des contenus qu'on publie. C'est quelque chose qu'il faut continuer de défendre. Voilà, croire, je veux dire, le livre en France et dans la publication scientifique a des rebonds quelquefois inattendus. On peut continuer de croire à un rebond de la lecture des revues. C'est aussi à nous de produire des contenus et de produire des numéros qui font envie. Moi, je sais que c'est le combat des éditions de l'EHESS, donc c'est bien que l'homme soit inclus dans ce collectif-là. Donc voilà, tout ça pour dire que on est toujours un petit peu incertain du lectorat qu'on a hors de nos collègues, sauf à des moments de grâce, où tout d'un coup, on entend que, par exemple, un de nos auteurs s'est vu proposer un contrat dans une maison d'édition grâce à l'article qu'il avait publié. Et là, on se dit, bon, bah, très bien, on a fait notre boulot, quoi, parce que on a réussi à faire connaître cette recherche au-delà des cercles immédiats des collègues de l'auteur ou de l'autrice. Et parce que justement, si la maison d'édition n'avait pas vu l'article, il n'aurait pas connu la recherche de cette personne, quoi. Donc voilà, c'est le moment de grâce où tout d'un coup on rencontre les lecteurs et on voit que les publications qu'on défend et qu'on prépare et qu'on produit, elles ont un effet et elles ont une diffusion au-delà des cercles qu'on aurait imaginés au départ, des cercles quelquefois assez inattendus. Je pense que vraiment, alors pendant tout un temps, on avait un partenariat avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France, où on organisait des débats autour de chaque numéro. Alors ça s'est perdu avec le partenariat avec Cambridge, qui nous a amené à cette double édition dont on est très satisfait, mais qui nous a fait aussi perdre du temps, ce qui fait qu'on est en train de finir de rattraper le retard. Mais il me semble que le campus Condorcet, dans lequel maintenant nous nous situons et nous nous enracinons, puisque les éditions de l'EHESS et pour les Annales se trouvent désormais sur ce nouveau campus, sont une chance pour faire vivre ces numéros et rencontrer un lectorat, en tout cas un début de lectorat. Et ça fait partie en tout cas des projets
que nous avons en rayon de profiter du campus Condorcet pour organiser des débats autour du sortie de alors soit tous les numéros, soit de certains numéros, en se saisissant de cette chance et en essayant de faire vivre. Il y a toute une série de partenariats avec des acteurs locaux aussi dont on peut essayer de profiter. Est-ce que vous... pardon, Isabelle, oui, excusez-moi. juste une toute petite précision, justement, pour un peu développer ce que vient de dire Grégory. On a l'occasion d'échanger avec nos lecteurs à la sortie de numéros spéciaux, par exemple, ou récemment, je crois à la fin de l'année dernière, le numéro sur l'égalitarisme a été présenté à l'ENS avec un certain nombre d'auteurs qui ont participé à un débat avec des étudiants. Et ça, véritablement, parce qu'il y a une cohérence affichée autour d'une thématique précise, les étudiants, les enseignants-chercheurs peuvent s'approprier ces thèmes-là et discuter collectivement. Alors, je regarde, je ne vois pas de questions. Alors, je pense qu'on est très clair. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas donner le sentiment. Encore. Ah oui, non, mais bien sûr, mais je ne veux pas donner le sentiment que nous envahissons à nous quatre l'espace. Alors, s'il n'y a pas pour le moment encore de questions, poursuivre l'échange, justement toujours sur ce point. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les revues depuis, disons, une dizaine d'années, en fait, de se réduire à non plus, on disait en commençant, c'est-à-dire le lieu de la fabrique, on reviendra sur cette idée d'ailleurs d'impulsion scientifique, de mise à jour, d'épistémologie, enfin toutes sortes de choses qui relèvent de la vie intellectuelle, voire de réponses à vous le signaliez pour l'homme tout particulièrement, des questions soulevées par l'actualité la plus immédiate. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir tout cela un peu s'atténuer, voire disparaître, au profit, au fond, d'une machine purement académique qui ne servirait qu'à la carrière des chercheurs? Vous voyez à quoi je fais allusion? Vous avez la chance d'être à la tête, on l'a dit, et je le redis avec une certaine fierté, d'être à la tête de revues extrêmement importantes, lourdes, si j'ose dire, qui pèsent lourd dans le paysage académique international. Donc, c'est très bien, vous êtes très visible, mais est-ce qu'il n'y a pas un inconvénient, un risque inverse, c'est-à-dire du coup à ne plus jouer qu'un rôle de ce type-là et de réduire votre lectorat à une population de futurs auteurs et au fond à cultiver un entre-soi qui ferait disparaître tout ce petit monde de curieux. Je pense particulièrement beaucoup à nos collègues de l'enseignement du second degré, qui trouvaient dans les revues, et au-delà des vôtres, de quoi mettre à jour leurs connaissances, comme si les revues étaient aussi des écoles de formation continue pour les enseignants, mais pas seulement pour les enseignants. Voilà. Moi, c'est peut-être un point qui me semble un peu préoccupant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Vincent. Si, tout à fait. C'est effectivement une préoccupation qu'on a pris à bras-le-corps, puisque effectivement, en gros, la question que vous posez, Christophe, c'est est-ce que ces grandes revues lestées par une histoire déjà presque séculaire pour les annales et plus de 50 ans du côté de l'homme, est-ce que ce sont simplement des instances de validation d'articles académiques bien sous tout rapport? Alors, évidemment qu'elles le sont, qu'il y a ce qu'on peut appeler un drame de l'institutionnalisation propre à chaque revue, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un écosystème de revues, avec des revues qui se créent et fassent de nouvelles propositions. Je pense que ce n'est pas malgré tout une condamnation à mort et à l'ossification des anciennes revues à partir du moment où justement elles essayent d'avoir une réflexivité sur ces travers. Alors comment on essaye de les contrebalancer? Par le rubricage et par le fait de quand on fait des histoires sur
des numéros sur l'Anthropocène, là sur l'histoire environnementale, voilà, la chute de Rome créée par les désastres climatiques. On a cette visée d'un public large, des questions toujours avec une montée en généralité qui peut intéresser bien au-delà d'un petit cercle. Et puis, parfois, on fait alors à la fois par les notes critiques, mais aussi on a pu faire des numéros autour de l'histoire et l'enseignement secondaire. Il y a encore pas si longtemps, il y a 5 ans, nous avons publié autour de ces questions avec pas seulement des chercheurs patentés, mais des professeurs du secondaire qui y avaient participé. Et c'est une des dimensions de transmission qui nous importe beaucoup. Donc, c'est effectivement un risque, et un risque, je pense, inhérent à cette forme d'institutionnalisation et au mouvement général d'hyperspécialisation qui caractérise le monde académique actuellement. Et c'est aux petites et aux grandes revues d'essayer de le déjouer avec leurs moyens. Ouais, pour rebondir, c'est vrai que c'est une question qui rejoint celle que vous posiez juste avant, du lectorat. Et c'est une question qu'on se pose beaucoup. C'est une question d'ailleurs qui n'est pas nouvelle dans l'Homme, parce que Georges Jamin, je crois, quand il reprend la revue en 97, il fait un petit article, je crois, surtout pour parler de Pouillon, justement, et il parle de ce danger de laisser l'homme devenir je me souviens plus comment il dit, une institution de certification, quoi. Mais il emploie ce mot de certification, et c'est vrai que c'est le risque. Et je pense que dans l'effort d'ouvrir la revue à d'autres lectorats que les futurs auteurs, avec toutes les incertitudes dont j'ai parlé avant et tous les espoirs que j'ai, je pense qu'on n'y est pas encore. Et je crois qu'on est encore trop enfermé dans cette vocation de certification à l'homme, cette fonction de certification. Alors, c'est vrai, vraiment, et là, je pense qu'il faut de nouveau insister sur la diversité des contenus de la revue. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des études et essais qui sont vraiment ça. C'est-à-dire qui sont vraiment des espèces de rituels de passage, beaucoup de la part de jeunes chercheurs, et après, à certains moments de la carrière d'un anthropologue, ou justement d'un linguiste, ou d'un géographe, ou d'un historien qui veut proposer sa recherche à un public d'anthropologues, qui est une espèce de validation, une validation institutionnelle. Et l'homme a un petit peu cette réputation de pouvoir faire ça, de pouvoir délivrer une validation institutionnelle en anthropologie. On peut s'en réjouir ou le déplorer, on peut surtout le déplorer, que ce soit que ça, mais c'est un effort qu'il faut faire pour justement ouvrir et ne pas limiter la vocation de ces études et essais à ça. Donc, ces études et essais qui sont un peu le cœur de chaque numéro, et qui sont les articles qui sont soumis, on va, j'imagine, arriver à cette question, qui sont soumis à une évaluation par les pairs. Donc c'est ça qui fait le cœur et qui est le plus sous la critique, qui mérite le plus cette critique d'instance de certification. Mais il y a toute cette autre partie de la revue qui, là, pour le coup, obéit à une logique complètement différente, et qui est cette logique plus expérimentale dont vous parliez, et qui accueille des publics à des moments de leur recherche beaucoup plus divers. Et c'est là où je pense qu'on réussit le mieux à la fois à inviter des auteurs et à publier des auteurs sur des thèmes un petit peu hétérodoxes ou halogènes, en tout cas surprenants, inattendus, et à atteindre un lectorat qui n'est pas forcément celui du monde académique. Je parlais par exemple de cette chronique sur l'internement des Ouïghours par Sabine Trebajac. C'est quelque chose qui a touché un lectorat bien au-delà des cercles du monde académique. Donc, le problème, c'est que ces contenus, justement, s'ils peuvent être aussi percutants, s'ils peuvent toucher autant l'actualité, c'est parce qu'ils ne passent pas par le même genre d'évaluation par les pairs. Ils passent par une évaluation interne. Or, c'est pas possible de fonder une revue sur une évaluation seulement interne, sinon c'est un bulletin édité par un collectif qui s'autopublie. Donc, on a besoin pour participer à une production scientifique légitime, de produire et de garantir cette évaluation par les pairs. Mais si on fait que ça, en effet, on verrouille la revue sur un entre-soi, puisqu'il faut
répondre à tellement de codes pour sortir vainqueur de l'épreuve de l'évaluation par les pairs que forcément, ça limite le champ de ce qui est dissible et surtout de la façon dont c'est dissible. Donc, je pense que s'il y a un espoir que j'ai pour la revue, et c'est vraiment ça qu'on essaye de maintenir, c'est dans cette, j'ai envie de dire presque bicéphalité, ce serait une caricature, mais en tout cas, cette bivalence et cette coexistence de deux registres de publication dans cette revue, entre une évaluation par les pairs sérieuse qui garantit en effet une production scientifique certifiée par les collègues, parce qu'on a besoin de ça, mais aussi des contenus qui sont lisibles par un plus grand nombre. Et il y a une autre dimension de la discussion, je pense, sur laquelle il faudra revenir, c'est la barrière mobile. C'est le moment où, justement, on parlait de la disponibilité des articles, plutôt des habitudes de lecture du lectorat de nos revues, qui est de plus en plus, qui passe de plus en plus par les contenus en ligne et par les plateformes de consultation de revues. Mais tous les contenus ne sont pas disponibles au même moment. Et il y a une barrière mobile de 2 ans sur les articles, études et essais. Donc, à moins d'aller en bibliothèque consulter la revue, ou à moins de l'acheter, ce qui est l'espoir des éditeurs, évidemment, il faut attendre 2 ans avant de pouvoir accéder à un article. Heureusement, donc, pour ces formats courts, ils ne sont pas soumis à la même barrière mobile, et donc ils sont consultables presque dans le moment de leur publication. Et donc presque dans le moment de leur écriture, vu qu'il y a une distance beaucoup plus réduite qui les sépare de leur soumission à la revue. Donc voilà, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et il y a des solutions à trouver et c'est souvent le résultat d'équilibres qui sont trouvés historiquement entre une tradition intellectuelle, un comité de rédaction et l'état d'une discipline. Isabelle? Oui, et je pense que ça répond aussi à la multiplication des revues aujourd'hui en sciences sociales et en sciences humaines et la chance que nous avons, les Annales et l'Homme, d'être justement portés par le HESS et de pouvoir fournir un contenu qui est à la fois justement, qui présente ces deux pôles, qui présente ce que Grégory vient de résumer très bien, je pense, cette tension entre des variables, des études qui sont le fruit d'une réflexion longue, validée par les pairs, et aussi cette ouverture que sont les chroniques, que c'est aussi la section en débat dont on discutait tout à l'heure, qui est une section une section donc une rubrique de l'Homme qui permet de débattre d'un domaine de la discipline en anthropologie. Donc, toutes ces rubriques permettent justement de répondre à cette tension et de se démarquer par rapport à d'autres revues qui ne publient uniquement que des varias ou des numéros spéciaux. Voilà. Alors, toujours dans cette rubrique rapport au lecteur, on est conduit donc à s'interroger dans la perspective de toucher des lecteurs qui ne soient pas simplement ce lectorat professionnel, c'est la question de l'écriture et de la façon dont, puisque la question a été mise sur le tapis, les évaluations prennent en charge ce volet quand même très important de l'écriture. Autrement dit, explicite ou pas, quelles sont les normes qui font que vous considérez qu'un article est publiable, et peut-être y a-t-il d'ailleurs des différences selon les rubriques, selon les styles. On reviendra tout à l'heure dans un point qui me tient à cœur, je sais qu'il tient à cœur aussi concernant les recensions. Est-ce qu'on écrit un article comme on écrit un livre, pour le dire rapidement, le rôle aussi de la longueur, peut-être un article de 100 000 signes, un article plus bref, voilà. Mais même, je pensais au petit format que vous évoquiez. Est-ce qu'on l'écrit de la même façon? Enfin, sans doute non, évidemment, mais j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu ce volet-là de l'écriture, qui est, je crois, un grand enjeu aujourd'hui pour les sciences sociales. Je suis assez frappé d'ailleurs de voir à quel point, et c'est un risque à mon avis, que la question de la transmission des sciences sociales, qui doit évidemment être posée, nous
produisons des savoirs qui doivent être communiqués. C'est notre façon de valoriser, pour employer un mot un peu bureaucratique, nos savoirs, mais que la question, on a un peu le sentiment que cette question envahit tout au détriment de questions, par exemple, d'ordre épistémologique, ou méthodologique, thématique, hein, et qu'on s'interroge plus aujourd'hui sur cette question-là, comment faire pour atteindre un public large, en oubliant un peu le contenu. Mais je ne veux pas entrer dans cette discussion-là. Je voudrais juste, dans les revues savantes qui sont les vôtres, quid de l'écriture? C'est aussi quelque chose qui est en débat et souvent en tension au sein de notre collectif, puisque l'écriture, on peut le prendre à plusieurs moments et j'espère qu'on sera amené à parler du travail des éditrices, en l'occurrence, qui sont aussi qui font un travail absolument formidable dans la revue. Justement, c'est à ce niveau-là peut-être aussi si on en parle, l'enjeu de l'écriture est décisif, mais à la fois en amont et en aval. C'est-à-dire en amont, on reçoit donc un certain nombre d'articles dont on accepte en réalité que entre 10 et 15% des propositions soumises aux annales. On a la chance pour l'instant d'avoir beaucoup de soumissions et puis dans des langues différentes avec l'attraction que crée aussi la publication à terme en anglais. Mais c'est vrai qu'on reçoit donc des papiers, souvent donc assez longs, avec ce problème de la revue vue comme instrument de certification, voire pouvant faire une carrière, en tout cas dans l'image mythifiée de la revue. Mais c'est vrai que publier aux annales, c'est pas neutre totalement dans une carrière, encore maintenant, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse. Donc, on reçoit des articles et là commence effectivement tout un travail autour de la question de l'écriture. Donc, d'une certaine façon, notre numéro autoportrait, c'est aussi une façon de s'adresser, alors pas simplement au lecteur, on en a beaucoup parlé, mais aussi à tous ceux qui voudraient soumettre à la revue, et d'une façon qu'on espère être la moins intimidante possible, sachant que voilà, on a de lourds bagages derrière nous et que c'est plus facile à dire qu'à faire, de ne pas être intimidant. Et je viens d'annoncer un taux de refus ahurissant, j'en ai bien conscience. Mais en réalité, c'est pas parce qu'on va prendre nécessairement des articles les plus légitimes. Au contraire, on a des membres du comité de rédaction qui voudraient d'ailleurs plus d'articles mal foutus, inachevés, etc. Ça fait partie des débats haut en couleur qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que se pose toujours la question de l'écriture et en réalité, un certain type d'écriture, donc le style dont j'ai parlé, bien plus que des assauts d'érudition ou des considérations épistémologiques de haut vol, c'est vraiment ce rapport à la documentation, au décloisonnement des historiographies et quand on le peut, un certain souffle dans le style, sachant que le travail se fait en général, donc on n'accepte quasiment jamais un article qui nous est soumis. On demande, alors on peut accepter avec des modifications substantielles, mais la plupart du temps, on demande, quand on ne refuse pas, on demande des secondes versions. Et là, il y a tout un travail d'accompagnement. Et là, pour le coup, j'ai un rôle de chef d'orchestre, d'essayer de faire lire à la fois, c'est quelque chose auquel on tient, et ça a à voir avec la question de l'écriture, à la fois les remarques des expertises anonymes, en général 2, parfois 3, quand on a du mal parce que c'est compliqué, c'est aussi mal valorisé ce travail d'expertise qui prend beaucoup de temps à nos collègues. Donc, bien sûr, je fais la synthèse des expertises, mais je fais surtout, et c'est le plus important, la synthèse de nos échanges, puisque l'une des particularités des annales et auxquelles on tient beaucoup, et qui pour moi qui fait le prix de ce travail en revue aussi égoïstement, c'est que tout le monde lit tous les articles qui sont soumis au comité de rédaction à partir du moment où, sachant que j'ai quand même refusé ce qu'on appelle la desk rejection, quand on parle en mauvais anglais, j'ai refusé parfois un certain nombre d'articles, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que véritablement, justement, ils se fourvoient dans les articles sans note en bas de page du tout, ou on en a de moins en moins, ou alors des considérations théoriques, sans, voilà. Donc, bon,
ça, je ne choisis jamais tout seul, hein, je consulte toujours 2-3 membres du comité avant de refuser, mais j'essaie de refuser à ce moment-là rapidement pour que la personne puisse éventuellement resoumettre son papier ailleurs dans une revue qui serait un cadre éditorial plus adapté. Et donc, ce qui, en revanche, passe au comité de rédaction, tout le monde lit. Alors, c'est 500-600 000 signes chaque mois. C'est beaucoup, mais en revanche, c'est aussi la perspective, en tout cas pour moi, depuis 2012, ça fait 10 ans que je suis entré dans la revue, et 4 que j'ai cette fonction intimidante, c'est vraiment tout l'intérêt là, pour le coup égoïstement, c'est d'avoir lu des articles, alors sur des choses parfois très très éloignées de nos champs de spécialité, et d'entendre ses collègues réagir à la lecture et nous expliquer pourquoi cet article qu'on a trouvé terriblement ennuyeux, en réalité est riche de promesses si on demande une seconde version pour telle ou telle raison. Et je dois avouer que c'est une des choses qui non seulement m'a séduit immédiatement, mais me fait rester avec plaisir à la revue, et parce que on a précisément ce dialogue et où se posent les questions d'écriture. Puis une fois qu'on a donc accepté un article, donc en général après une seconde, voire une troisième version, donc avec des formats de réécriture et des programmes de réécriture extrêmement variés, hein, et les lettres de refus sont aussi longues et plus longues à écrire, parce que ça c'est aussi quelque chose, vous savez, quand une petite anecdote personnelle, mais quand on m'a demandé de prendre la direction de la revue, j'ai hésité notamment avec l'idée qu'il allait falloir refuser énormément d'articles de collègues, et parfois pas parce que l'article est mauvais, mais simplement parce qu'il ne s'intègre pas à la ligne éditoriale de la revue. Et en réalité, le travail de la lettre de refus, c'est quelque chose que, vous avez d'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de lettres de plainte ou d'injures, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais avec l'idée que souvent, les remarques que l'on fait, si l'auteur veut bien s'en saisir, de toute façon, il peut de toute façon réécrire son article s'il le souhaite, et puis le resoumettre ailleurs. Et on voit souvent des articles qu'on a refusés, publiés dans d'autres revues en se disant bah, on aurait dû lui donner sa chance. On a fait une bêtise, mais ça fait partie de la lettre de refus d'essayer d'améliorer l'écriture, non seulement des articles qu'on publie, mais aussi de ceux qu'on peut être amené à refuser pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et donc, à partir du moment où il rentre dans le tube, là, il y a le travail des éditrices, et qui est un travail tout à fait extraordinaire sur lequel je veux insister. Alors, je me permets juste quelques instants de montrer à quoi ça peut ressembler. On l'a fait dans le numéro spécial, j'y tenais beaucoup pour le coup, et sur l'ours du numéro spécial, il y a aussi les éditrices. Alors il faudrait juste que j'arrive à récupérer la souris. Ça va venir. Alors pourquoi la souris n'apparaît pas? Tiens, on la voit bouger. Elle n'apparaît pas sur l'écran. On la voit sur l'écran, ce qui fait que je ne peux pas partager mon écran. Alors, on va essayer de... Désolé. On va essayer de retrouver ça. Et je suis passé. Ah, voilà, ça y est, elle réapparaît. Alors, voilà, très bien. Donc, je vais juste vous montrer en quoi ça consiste. Alors, on a fait, je voulais vous montrer des exemples de lettres de refus, mais bon, peu importe, de seconde version, voilà ce que ça veut dire, le retravail des articles, mais bon, je passe, mais c'était pour montrer comment on essayait d'amener à maturité un article. Donc voilà, bon bref, je passe, mais je veux vous montrer justement ce travail éditorial. Alors justement, je me suis saisi et on l'a fait dans le numéro spécial, d'un article qu'on a nous-mêmes écrit pour montrer le travail que faisaient les éditrices sur un texte. Donc vous avez là à gauche ce qu'on a soumis à la discussion. Ensuite, après de très nombreux, il y a eu 25 lectures croisées sur... vous avez le texte stabilisé avant qu'il rentre dans les mains des éditrices, et puis après, vous avez le travail des éditrices et un texte, et c'est vraiment, j'ai pas pris du tout, j'ai pris la première page, et très souvent, c'est beaucoup plus bariolé que cela. Voilà ce à quoi ressemble un texte après le passage donc, des éditrices, puis après ma propre relecture, sachant que je n'hésite pas aussi également à intervenir lourdement.
ce qui amène à la fois à souvent une réécriture assez radicale du papier à des fins de fluidification, sans parler bien sûr de tout le travail de vérification de chaque note, de toutes les références, qui est l'ordinaire du travail des éditeurs et des éditrices en plusieurs langues, bien sûr, et avec des erreurs très fréquentes de nos collègues, et je suis le premier à pécher. Hein. Donc j'y tiens et je tiens à montrer ce travail éditorial parce que c'est celui qui est totalement oublié et qui, bien sûr, est à la fois à l'horizon et totalement refoulé de la question de l'open access. Parce que dire on va tout publier, c'est des chercheurs qui publient, et donc et d'ailleurs les maisons d'édition, c'est des éditions prédatrices qui profitent du travail des collègues qui sont payés par l'État. Alors ça peut être vrai pour un certain nombre d'éditeurs, dont on ne dira pas le nom, mais c'est pas le cas des éditions de l'EHESS, et il est important que le travail des revues puisse malgré tout rapporter économiquement un certain nombre d'argent, qui vont permettre de stabiliser les métiers de l'édition. Et donc très souvent, les gens qui n'ont pas justement ou qui ont un rapport très distant avec les revues pensent que oui, bon, en gros, c'est le texte qu'on a soumis. Il y a éventuellement un peu de travail scientifique du comité de ceux et de celles qui pensent. Et puis après, on appuie sur la touche imprimée. Pas du tout. Il y a entre la première version qui est soumise et la version qui est publiée un monde. Et d'ailleurs, c'est toujours l'une des choses qui fascine nos auteurs. Alors, c'est permis par les moyens qui sont mis à disposition par le HESS, mais ils sont toujours très étonnés parce que effectivement, et notamment dans l'édition privée, etc., maintenant, il n'y a plus ce travail absolument nécessaire. Au mieux, on a une correction qu'on appelle orthotypographique. Là, voilà, les éditrices posent des questions, c'est pas seulement de style, mais là, je ne comprends pas pourquoi on passe de cet argument à cet argument-là, où est la transition. Alors, tout ça dit de façon, bien sûr, extrêmement polie, mais et ça fait partie. Et en plus, ce sont, alors, en général, des spécialistes de sciences humaines, mais pas des grandes spécialistes forcément d'histoire. Et ça fait partie de cette question du lecteur. Les éditrices sont nos premières lectrices. Alors, merci beaucoup, Vincent. Je voudrais vos réactions aussi là-dessus. Je crois que c'est vraiment très, très important de rappeler ce que vous venez de rappeler, ce travail, comme on dit aujourd'hui, invisible, pour employer un qualificatif courant, et qui est en effet majeur et qui fait la qualité, comme vous l'avez dit, qui a complètement disparu des structures privées. C'est beaucoup trop coûteux, c'est inassumable par le monde de l'édition, qui est un monde économiquement fragile. Et ce travail est magnifique. Ça, je pense que vraiment, que ce moment soit aussi l'occasion de rendre hommage à ce grand travail. Alors, pour l'homme, vous avez la même situation, hein, avec la même professionnalité. Tout à fait, oui. Je pense que le travail éditorial de l'homme rejoint tout à fait celui des Annales sur ce point-là. Et effectivement, bien sûr, le travail des éditrices est absolument précieux, crucial pour la publication des articles. Et même au-delà de ça, personnellement, je pense que tous les deux, on compte aussi sur les avis. On leur demande à Aline et Valérie leur avis sur tel article qu'elles auront lu souvent avant nous, parce qu'elles réceptionnent les articles en même temps que nous, et elles sont avides de lire ce qui arrive sur la boîte mail de la rédaction. Elles ont des avis, elles ont des sentiments sur la manière de... Est-ce qu'elles posent des options? Moi, elles posent des options pour certains articles en espérant qu'ils passent. Alors, oui. Mais voilà, s'il doit y avoir des chefs d'orchestre dans la rédaction, on est 4 à l'homme là-dessus. Et effectivement, je crois que la question de l'écriture recoupe peut-être 2 aspects. À la fois le style,
qui est effectivement une question qui peut aussi concerner des aspects peut-être plus personnels de style personnel, voilà, sur la manière d'écrire, pas uniquement de présenter un argument, mais purement stylistique. Puis aussi la dimension de l'écriture académique. C'est-à-dire en anthropologie, en France, il y a un certain format de présentation d'un argument qui est attendu, qui est souvent implicite d'ailleurs. Il n'y a pas de règle édictée sur la manière d'écrire ou de structurer un article, et qui est toujours dans notre esprit. Quand on lit un article, quand on cherche à évaluer sa forme, et qui est effectivement une question cruciale, et qui aussi porte sur cette question de l'ouverture à l'international, puisque peut-être que vous avez aussi aux annales cette question-là. Un article en anglais qui a été produit dans le monde anglophone, en anthropologie en tout cas, ne répond pas au même format académique de l'écriture en France. Et là, tout ce travail de traduction que la revue peut faire avec des articles qui ont été proposés notamment pour un numéro spécial ou un varia qui provient d'un chercheur étranger, la question se pose finalement lorsqu'on va le lire et qu'on propose une éventuelle traduction, de comment restituer le travail de pensée et l'argumentation de chercheurs issus d'une tradition intellectuelle différente que celle qui nous est familière. Donc toutes ces questions-là sont bien sûr des questions qui sont présentes à l'esprit lorsqu'on évalue un article, et lorsque finalement, oui, on décide d'intervenir ou pas de manière plus ou moins présente dans la réécriture d'un article. Oui, et pour compléter ça, en allant vraiment dans le même sens, l'enjeu, c'est effectivement de donner la possibilité à des traditions intellectuelles en anthropologie différentes de s'exprimer dans leurs propres termes, quoi. Et que les articles de nos collègues anglo-saxons n'aient pas besoin de se franciser forcément dans les modalités d'instruction de la preuve, de se franciser pour pouvoir paraître dans les colonnes de l'homme, et donc de donner à lire à notre lectorat une anthropologie anglaise ou américaine, traduite peut-être, mais telle qu'elle se fait quand même en Angleterre et aux États-Unis. Et ça, ça nécessite une petite modélisation de l'évaluation quand même. Et ça, c'est délicat. C'est-à-dire qu'il s'agit d'évaluer tous les articles à la même aune, selon les mêmes critères, mais quand même de laisser s'exprimer des traditions possiblement un petit peu plus loin de ce qu'on a l'habitude de lire, mais qui représentent quand même une branche de l'anthropologie dont il faut rendre compte et à laquelle il faut donner sa place. Je voulais vous faire réagir. Vincent a utilisé un qualificatif tout à l'heure à propos d'un article dans les procédures d'évaluation, disant un article qui aurait pu nous paraître ennuyeux et qu'on voit en disant on aurait dû le publier. C'est quoi comme catégorie d'évaluation l'ennui? C'est-à-dire qu'on pourrait penser de façon comme ça un peu positiviste, disons les choses ainsi, que l'ennui n'est pas une catégorie pertinente pour évaluer un article. La science est austère, comme chacun sait, elle est ennuyeuse. Donc nous ne sommes pas là pour rigoler, autrement dit, ni pour nous distraire, ni pour divertir. Et pourtant, vous avez utilisé ce mot, je pense, parce que... Mais on ne les refuse pas tous, les articles ennuyeux, loin de là. On en publie plein, mais on essaye de les rendre moins tels. C'est bien sûr une boutade, hein, mais effectivement, je te laisse tout de suite la parole, hein, mais des articles que, là, je parle au moment de la soumission, qu'on peut trouver ennuyeux, et on nous explique pourquoi ils ne le sont pas. Donc, c'est plutôt en ce sens-là, d'avoir des collègues qui nous expliquent, ah oui, c'est OK, il y a tout un aspect fastidieux parce qu'il faut rentrer dans une documentation assez étrange, mais ça déplace tel ou tel point sur le plan historiographique de façon décisive. C'est dans cet échange-là qu'on peut voir effectivement les promesses d'un article, demander une seconde version, et puis avec le travail éditorial, arriver à un résultat qui,
on l'espère, ne l'est plus ennuyeux. Oui, c'est un travail d'équilibriste, de tension, d'expression, quand on lit un article de son propre penchant pour tel domaine de l'anthropologie, pour telle thématique ou autre. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette réflexivité, d'avoir toujours en tête le lectorat et de se dire que de se mettre à la place de celles et ceux qui vont lire cette production, ce texte, et essayer d'en tirer tout le potentiel, la discussion qu'un article qu'on peut trouver par ailleurs peut-être pas ennuyeux, mais très, très éloigné de nos propres champs d'expertise. Et d'avoir cette ouverture pour donner leur place à ces articles et voilà, c'est pour ça que c'est aussi important d'être plus qu'une seule personne. En tout cas, je trouve ça très enrichissant de pouvoir dialoguer avec des collègues, non seulement à la rédaction, mais enfin, avec le comité de rédaction dans son ensemble sur ces aspects-là. Tout à fait. Oui, et c'est vrai que c'est un très bon exercice. On parlait de l'exercice de la lecture de reflux, qui est effectivement vraiment quelque chose qu'on apprend et qui nous fait regarder les articles et la recherche d'un œil différent après avoir été à cette position. Mais l'exercice de devoir accompagner un article qu'on n'aime pas est aussi un très bon exercice d'épistémologie, en fait. Et c'est vrai que c'est désagréable. On doit pas à pas essayer d'améliorer la formulation d'un argument avec lequel on n'a aucune sympathie et pas forcément d'une écriture, mais d'une façon d'aborder la discipline qui est vraiment éloignée de ce qu'on pense être intéressant. Et il faut arriver à se départir de ses propres préjugés, en fait, et de la façon dont on aime faire cette science pour pouvoir l'accompagner selon ses propres termes, quoi. Et c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure, je pense. Et il faut pas croire que c'est quelque chose qu'on a comme ça, hein, qu'on peut enclencher en arrivant à une position de direction de rédaction. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de faire la part entre ce qui est effectivement scientifiquement faible et de ce qui juste nous intéresse pas trop nous, quoi. Et une grande partie du travail éditorial, c'est d'arriver à accompagner et à améliorer quelque chose qui nous intéresse pas trop à la base, mais qui nous semble quand même légitime et important de donner à lire. Je pense que vous dites, c'est très important pour celles et ceux qui vous écoutent, au regard de certaines critiques qui visent le monde académique, le monde universitaire, qui serait un monde fermé sur lui-même et en quelque sorte poussé à adhérer à la réduction de ces manies. En fait, vous montrez, je pense que c'est vraiment que pour vos deux revues, c'est pas vrai sans doute de toutes les revues, mais cette ouverture d'esprit, cette quête même de la différence, d'une certaine façon, de la controverse, du débat, de ce qui ne va pas dans le sens attendu, est vitale pour qu'une revue puisse être bientôt centenaire. Je pense que si les Annales étaient restées sur une ligne qui était celle de ses fondateurs, aussi grande fut-elle, elle n'aurait pas eu cette vie longue, et la vôtre non plus avec l'homme. Alors, le temps passe malheureusement très très vite, l'air de rien. Donc, il y a un ou deux points que j'aimerais qu'on aborde pour finir, sauf si celles et ceux qui vous écoutent, qu'elles n'hésitent pas à poser des questions. Mais comment, dans le cadre des Spring Talks, ne pas aborder de front la question de l'internationalisation, de la dimension internationale des revues? Comment vous l'abordez? Vous l'avez déjà un peu esquissé, mais j'aimerais qu'on l'aborde là de façon plus faciale, si j'ose dire. Peut-être les anthropologues avant les historiens, qui ont le monde, comme les historiens d'ailleurs, comme terrain, bien sûr. Ah, pardon. En termes d'internationalisation, on a une question. Directement. Ah, alors très bien. Alors, je vous laisse répondre. Donc, Elvire qui nous pose une question et tout à fait pertinente au regard de
de la situation dramatique que nous traversons. Je pense qu'il faut là apporter des réponses très nettes. Est-ce que les chercheurs russes ont le droit de publier leurs articles dans nos 2 revues? Alors pour l'homme, oui, évidemment, ce serait vraiment... Pour les annales aussi. Oui, je voulais pas... Et il est bon de le dire. Il est très, je pense que cette question était ultra pertinente. Absolument. Merci de l'avoir posée. Oui, et il est bon de le dire avec force. D'interdire de publication des chercheurs qui, pour la plupart, sont dans une situation dramatique face à leur gouvernement. Et déjà, pour que la situation en arrive là, il a fallu un gouvernement autoritaire dont les chercheurs russes ont eu à souffrir ces dernières années déjà. Et là, c'est encore pire en termes d'existence académique. Donc, ils ont droit presque plus que jamais de publier dans nos revues. Et si des chercheurs russes nous envoient des articles en particulier qui parlent de la situation actuelle et de la possibilité de faire de l'anthropologie en Russie aujourd'hui, nous serions ravis d'examiner ces articles et d'engager une discussion avec ces auteurs et ces autrices. Donc, en termes d'internationalisation... la même chose pour les annales. Évidemment. Évidemment. Après, ils seront traités exactement de la même manière que n'importe quel autre article, et certainement pas avec un préjugé défavorable, sans demander une profession de foi quelconque. Et je rappelle, pour être peut-être complète, un petit peu de publicité pour les éditions de l'EHESS que dirige notre collègue avec maestria Étienne Anheim, que dans le portefeuille des éditions existe une revue très importante qui s'appelle Les Cahiers du monde russe, qui est tout particulièrement, évidemment, pas seulement, mais ouvert aux chercheurs russes. Alors, Isabelle, sur l'internationalisation. Oui, alors on tente depuis quelques années maintenant de déployer une politique d'ouverture de la revue L'Homme à un lectorat et à des auteurs qui sont issus du monde anglophone, mais aussi d'une recherche plus globale. Et donc, on ne s'inscrit pas tout à fait dans la même politique que les annales de ce point de vue-là. Mais depuis un certain nombre d'années, on a, notamment dans le cadre de numéros spéciaux, des contributions donc, de thématiques autour de thèmes, de terrain qui sont... donc, qui rentrent dans le cadre de cette politique d'internationalisation, et notamment donc récemment la publication des origines de l'inégalitarisme, c'est ça, depuis donc quelque temps, et puis un numéro spécial qui doit paraître à la fin de l'année, qui est coordonné par 2 chercheurs. Donc une chercheuse néo-zélandaise et un chercheur d'Angleterre, je pense, et qui ont proposé un numéro spécial avec des contributeurs issus d'une sphère assez vaste de la recherche internationale. Et donc, pour l'instant, il faut qu'on continue à discuter, à débattre un peu sur la question de cette ouverture à l'international, mais pour l'instant, L'Homme se concentre véritablement sur cette question, sur la publication de numéros spéciaux par des chercheurs à l'international. Alors, nous, c'est au cœur, effectivement, de notre travail depuis maintenant un certain nombre d'années, et donc depuis 2012 avec la version anglaise, alors qui était accessible sur Cairn International, mais qui n'était pas très lu à l'étranger. Donc c'était aussi le sens de notre partenariat avec Cambridge, d'être sur une plateforme qui fait que les annales sont effectivement considérées, mais ça met du temps. Ça fait déjà 10 ans, et il y a encore des chercheurs dans le monde international qui ne savent pas que les annales sont une revue bilingue. Donc, ça met du temps, mais cela vient peu à peu. Donc, dans cette stratégie d'ouverture, alors qui est très ancienne aux annales, puisque depuis très longtemps, avec l'Amérique hispanophone, avec l'Afrique lusophone aussi,
l'Amérique lusophone, on avait des liens très anciens. Et puis l'Europe de l'Est aussi, enfin, il y avait une tradition internationale extrêmement ancienne et nourrie depuis les années 50-60. Mais c'est vrai que désormais, on a entre 30 et 40% de nos soumissions qui sont en anglais. On en a aussi en italien, en espagnol, moins en allemand, mais nous acceptons dans toutes les langues européennes. Et bien sûr, le partenariat avec Cambridge nous a permis de nous ouvrir à des lectorats que nous ne touchions pas, notamment en Asie. Et ça, on le voit grâce aux chiffres qui nous remontent. Donc, ça permet effectivement d'assurer cette ambition internationale des annales qui était là depuis longtemps et de la consolider avec alors un travail tout à la fois éditorial et intellectuel. Alors, puisqu'il y a l'enjeu de la traduction, et j'insiste sur ces enjeux de traduction dont Isabelle aussi a parlé, mais voilà, je vous montre par exemple un numéro 2013. Je n'étais pas encore responsable, c'est Étienne Hanheim qui l'était, et la version anglaise de ce même numéro. Alors donc, on ne publie malheureusement pas les comptes rendus. C'est parce que tout cela, c'est dans une entreprise extrêmement coûteuse, sachant que c'est une vraie édition, c'est-à-dire que ce n'est pas une traduction. C'est pas mettre un article sur DeepL. C'est un travail de très longue haleine avec le travail de Chloé Morgan comme éditrice, donc native speaker galloise, et le travail de Steve Sawyer et Nicolas Barrère qui relisent chaque article. C'est véritablement une nouvelle publication. Et avec des enjeux de traduction où nous essayons parfois de matérialiser les écarts. Si j'ai montré ce numéro, c'est parce qu'on a fait le choix de traduire donc les statuts sociaux par quelque chose d'un peu étrange, mais volontairement étrange pour creuser l'écart entre la notion de statut en français et la façon dont elle résonne en anglais, en mettant le pluriel, ce que ne font pas les Anglais. Ils parlent de status, pas de statuses. C'est très bizarre dans une oreille anglaise. Mais en réalité, c'est assumé et c'est justifié dans une note qui n'existait pas dans la version française et qui a été rajoutée dans la version anglaise pour expliquer justement en quoi ça faisait confluer plusieurs traditions avec à la fois leurs ressemblances et leurs écarts. Donc il y a l'enjeu d'un travail de l'écart comme heuristique qui est au cœur de ce processus de double édition, j'ai envie de dire, plus que de traduction, sachant qu'on a aussi la chance, donc puisqu'on a beaucoup de soumissions en anglais maintenant, quand on accepte un article anglais, Chloé Morgan va donc le relire en amont pour déjà discuter avec l'auteur, essayer de lever les lièvres, les problèmes avant qu'on fasse traduire. Et donc, il y a un aller-retour sans arrêt entre la version anglaise originale puis la traduction française, avant que tout cela soit à nouveau publié avec un an de décalage en anglais. Et ce qui nous importe, c'est non pas l'homogénéisation d'une historiographie internationalisée, mais c'est précisément essayer de faire entendre, avec un point de vue malgré tout français, historiographique français, alors diffuser des travaux produits en France et qui ne seraient pas lus forcément dans le monde anglo-saxon s'ils n'étaient pas en anglais, et aussi, et ça joue dans le rôle, dans la façon dont on sélectionne les articles, de choisir des articles qui précisément ne s'en tiennent pas à une historiographie anglo-saxonne standardisée. C'est-à-dire qu'on publie volontiers des articles anglais et anglo-saxons, mais précisément, alors quand ils nous intéressent beaucoup, on leur demande de faire un effort pour que cet article qui va être traduit en français puis qui sera aussi publié en anglais fasse entendre la pluralité historiographique de façon à ce que ce choix ne participe pas en même temps à une sorte de moyennisation de la production avec des bibliographies totalement circulaires. J'imagine que vous avez ça aussi en anthropologie, avec notamment plutôt du côté américain qu'anglais, des gens qui ne citent plus que des livres écrits en anglais. Donc c'est l'autre enjeu de la traduction, c'est donc faire connaître des articles écrits dans des langues qui ne soient pas l'anglais et qui sont traduits ainsi en anglais avec un vrai travail éditorial, mais aussi
voilà, pluraliser et mettre en conversation ces historiographies plurilingues. Voilà. Alors, malheureusement, le temps s'écoule. Nous allons devoir nous quitter. Il y a une grande question que nous aurions aimé aborder. Nous n'avons fait là aussi que frôler, qui est pourtant une partie très importante des revues, de leur rôle, de leur mission, qui est de faire connaître les travaux des collègues dans les différentes disciplines. Mais parler des recensions, des comptes rendus. Ce sera pour une prochaine fois, malheureusement. Il y a une autre question qui me hantait, liée à ce que vous venez de dire, qui est la question de l'avenir de la langue française comme langue scientifique. Et est-ce que nous allons pouvoir, je lance cette question pour nous retrouver un jour au Spring Talks de l'année prochaine, peut-être, est-ce que nous allons pouvoir encore continuer à publier uniquement en langue française? On voit bien que les revues, les annales ont montré la voie, mais d'autres revues, je parlais des cahiers du monde russe tout à l'heure, mais publient des articles en anglais, en russe et en d'autres langues. Il y a une pluralisation, si j'ose dire, pardonnez ce vilain mot, linguistique qui s'impose dans les revues. Et quel est l'avenir de la langue française là-dedans? On sait que c'est un des obstacles, par exemple, qui explique que dans les classements internationaux, la France n'occupe pas la place qu'elle devrait occuper au regard de la qualité de ses travaux, que la langue est une des causes de ce manque, là encore, de mise en évidence. Voilà, ce sont des grandes questions, on ne peut plus les aborder maintenant, puisque nous avons atteint malheureusement les 2 heures. Je voudrais d'abord vous remercier tous les trois. C'était absolument passionnant ce que vous nous avez expliqué. On est vraiment rentré là dans le dur, mais qui est évidemment la condition même de l'exercice de la vie intellectuelle. C'était tout à fait passionnant comme exercice d'histoire intellectuelle, en tout cas, telle est l'idée que je me fais de l'histoire intellectuelle. Et puis, merci aussi à nos 2 collègues que vous ne voyez pas, mais qui sont là et grâce auxquels nous pouvons retransmettre ces échanges. Et puis, merci à vous toutes et tous et bonne fin d'après-midi. Il faut que je... Ah oui, pardon, excusez-moi. Merci, mesdames. J'avais oublié de vous dire que nous nous retrouverons, enfin, pas nous, mais Sébastien Veil, qui est un grand sinologue, collègue directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales, jeudi 7 avril, donc demain, et qui, avec notre collègue, grande sinologue aussi, professeur au Collège de France, qui sera la discutante, Anne Cheng. La séance aura lieu en anglais autour d'une grande question absolument passionnante, intellectuelle, publications et publics, retour sur l'histoire intellectuelle de la Chine au XXe siècle. Donc, une séance en anglais. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.